Donc, comme vient de mentionner Véronique, je travaille sur la conception particulière de la poésie d'Annie Lebrun. Et la figure du surmâle d'Alfred Jarry, convoquée dans la plupart de ses essais ou communications, en est la cristallisation ultime. Explorer cette figure en suivant la perspective de la chair aperçue et de l'imaginaire du corps par fragments a été pour moi l'occasion de prendre la tangente, comme dirait Jarry, en m'écartant dans un parcours assez étourdissant par ses multiples va-et-vient dans le texte. Nous verrons en effet que paradoxalement, et rappelons que Jarry adore les paradoxes, le corps en apparence fragmenté est finalement un moteur pour tout relier, pour tout faire tenir ensemble dans un vaste réseau métaphorique, donnant lieu notamment, bien que ce ne soit pas le sujet de ma communication aujourd'hui, à la cohérence sensible visée par Annie Lebrun. En prenant pour porte d'entrée le portrait des deux protagonistes, je vous propose de parcourir quelques branches de ce vertigineux réseau signifiant pour vous montrer la modernité du propos de Jarry sur l'amour, le savoir et la représentation. Loin de toute psychologie, leur description minimaliste ne tient qu'à quelques éléments. Ici, un lorgnon d'or au coif fumé, une barbe, des cheveux un peu longs et frisés au fer, un poignet velu, des pieds nus. Là, un masque rose de chauffeuse, du rose aux joues, des cils bruns, une robe verte. Ces fragments de corps, peu éloquents sur les personnages en soi, sont pourtant hautement porteurs de sens en établissant des rapports analogiques entre l'être humain et la machine, entre la quête amoureuse et la quête scientifique, entre le désir et les nombres, et ultimement entre la poésie et l'amour. Jarry, jouant de surcroît de l'homonymie, de la synonymie, de la paronymie, de la littéralité et de la lettre, avec les anagrammes, ajoute, en établissant plusieurs niveaux d'analogie, plusieurs dimensions à cette chaîne signifiante, démultipliant les sens possibles. Il confirme ainsi son principe selon lequel les mots sont des polyèdres d'idées. Le surmâle n'a jamais été un texte de Jarry très étudié, peut-être parce qu'un des plus faciles à lire, mais pourtant non des moindres à comprendre. Le premier niveau de lecture laisse rapidement croire que le texte a pour enjeu la mécanique amoureuse ou le mythe des machines célibataires, et ne vise qu'à libérer l'amour du masque des bons sentiments et du déterminisme idéologique ambiant. Or, il en va autrement. Comme l'a montré Annie Lebrun dans son importante postface au surmâle intitulée « Comme c'est petit un éléphant », il ne s'agit que de la première opération poétique de ce récit. Sous cette couche de sens, sous la criminalité et la férocité répétitive du désir, se trouve la violence poétique et la force du principe excessif. La grande trouvaille de Jarry serait d'échapper à la mécanique et à la circularité du désir, d'aller au-delà de la fatalité en réinventant l'amour et en transformant la force qui le mène. Selon Annie Lebrun, le surmâle serait le seul vrai roman moderne. Et Jarry serait le seul à avoir tenté de réinventer l'amour et d'en faire un sujet de révolte, en le libérant de la psychologie, de l'érotisme ainsi que du déterminisme, mais surtout de la répétitivité mécanique et de la criminalité du désir. Cette interprétation se fonde sur la narration du récit et sur les dialogues. Je vous propose alors de montrer comment ce sens se construit également dans les micro-éléments et les petits détails d'apparence parfois anodines, en l'occurrence la chair aperçue et les fragments de corps. Il est question dans mon titre de corps masqué et métonymique comme dispositif optique. Il ne s'agit pas ici de la partie pour le tout, mais de la métonymie qui substitue une chose à la place d'une autre. Ce corps masqué et métonymique permet de dévoiler l'égalité ou l'identité des contraires, volonté chère à Jarry, s'agissant entre autres ici de l'égalité de l'homme et de la femme, pour ensuite passer de l'interchangeabilité des corps à leur altérité, à leur unicité, non par un effet de neutralisation des contraires, mais plutôt par l'excès poétique, par l'excès de sens qui amène un devenir autre. Nous verrons s'opérer un déplacement de l'image à la voix, au langage et enfin à la poésie, après que les masques soient tombés. Comme il s'agit d'un texte assez abstrait et absurde, dont le sens n'est pas donné, mais à construire, jouant de la confusion, de la superposition et de l'ellipse, suivre un fil, en l'occurrence le corps masqué et métonymique, permet d'en dégager du sens et de voir à l'œuvre le travail de l'écrivain. Ayant pour sous-titre « Roman moderne », le surmâle d'Alfred Jarry, paru en 1902, est certes moderne à plusieurs points de vue. Pour valider son hypothèse,
L'amour est un acte sans importance, puisqu'on peut le faire indéfiniment. Lancé dans l'incipit devant ses hôtes, comprenant entre autres un célèbre chimiste américain et sa fille, un ingénieur, un constructeur d'automobiles, un docteur, un sénateur, une baronne, André Marqueuil tentera l'expérience avec Helen Nelson, la fille du chimiste, de battre le record de l'Indien, tant célébré par Théophraste, Pline et Athénée, lequel le faisait en un jour 70 fois et plus. Entre-temps, cette course amoureuse est précédée par la course des 10 000 milles, où s'affrontent la force humaine de 5 cyclistes, la force motrice d'une locomotive et la force obscure d'une ombre mystérieuse qui s'est jointe inopinément à la course. Le récit attire d'emblée notre attention sur le motif du cercle, qui, on le verra, en préside l'ensemble. Nous sommes à la 2e page du récit. Marqueuil vient d'énoncer son fameux théorème. Citation 1 sur votre feuille. La face d'André Marqueuil faisait, comme son aphorisme, un trou dans l'assistance. Aussi pâle que les plastrons dont s'échancraient les habits, elle se serait confondue avec les boiseries blêmes de lumière électrique, sans se lisérer d'encre de sa barbe qu'il portait en collier et de ses cheveux un peu longs et frisés au fer, sans doute pour cacher un commencement de calvitie. Ses yeux étaient probablement noirs, mais faibles à coup sûr, car ils s'abritaient derrière les verres fumés d'un lorgnon d'or. On voit d'abord, ou plutôt on ne voit pas, la chair pâle du visage qui se confond avec les murs et le haut de son habit. Il ne reste que le cercle qui fait trou, délimité par ses cheveux et sa barbe, et à l'intérieur duquel s'en trouvent 2 autres, délimités par le lorgnon d'or qui, fumé, en dissimule lui-même 2 autres, ceux des yeux. On a ainsi affaire à une double série de mises en abîme, et les yeux étant de fait eux-mêmes constitués de plusieurs cercles. Évidemment, ce n'est qu'après coup, en relisant le récit et en retraçant les chaînes signifiantes, qu'on peut déceler ce motif concentrique figurant les multiples mises en abîme. Il y aura en effet plusieurs observateurs et plusieurs visions de la performance du surmeur. Le motif de la lunette est repris pour décrire les fenêtres par lesquelles chaque observateur regardera la scène. Il y a d'abord l'œil de bœuf du docteur Bathybius, comparé tantôt à un spéculum, lorsque celui-ci tourne la crémone pour ouvrir les 2 volets de bois obstruant la vitre, tantôt à un télescope dont il s'approche de l'oculaire. Il y a ensuite les 7 courtisanes prévues pour accomplir le record, mais enfermées dans la galerie par Hélène, qui découvriront une lumière venant d'une vitre dépolie qu'elles briseront juste à temps pour voir la dernière étape des ébats amoureux. Finalement, le dernier observateur, le cornet du phonographe, drôle d'observateur, mais observateur tout de même, corolle de cristal, pavillon de verre, grand monocle pour cyclope méchant, qui, après que Marqueuil, pour enterrer les cris des 7 courtisanes, l'eut actionné, joue une chanson populaire racontant les tours de danse vécus par les 2 amants. Je cite. Le vieux monsieur au monocle de cristal était un voyeur beaucoup plus indiscret que Bathybius, car il recommença, sans attendre, et apparemment tout en les observant, de sa voix chevrotante. Aussi, l'autre course du récit, la course des 10 000 milles, est racontée par le coureur un des coureurs de la quintuplette à partir de ce qu'il en a vu à travers son masque de cycliste. Cette course sera aussi observée par Helen Nelson et son père depuis la locomotive où ils sont passagers. On retrouve encore le motif du cercle dans les roues des différents véhicules, mais également dans la structure du récit. Avec les mises en abîme, le récit fait des bonds temporels en avant pour revenir en arrière par la suite, ce qui crée un effet de répétition de certains éléments. Ce phénomène de boucle temporelle induit un double mouvement de lecture en spirale, d'une part dans la chronologie de la narration et d'autre part par le continuel va-et-vient que le lecteur curieux et attentif est amené à faire dans le texte. Donc voilà pour les mises en abîme. Je reviens à la description d'André Marqueuil. La suite nous apprend que ces poignées minces sont, je cite, si velus qu'ils ressemblaient exactement à ces grêles chevilles gainées de soie noire. On voit déjà apparaître une confusion ou un déplacement du poil au vêtement. Vers la fin du chapitre, on insiste encore sur sa pilosité. Le réseau métaphorique s'articule autour de 2 pôles. D'un côté, celui qu'on vient de voir de la lunette, le dispositif optique qui permet de voir, et de l'autre côté, celui du voile, du masque, qui cache quelque chose. Autant l'un que l'autre sont manipulés explicitement et implicitement dans toutes leurs acceptions. Voyons maintenant la première image qu'on a d'Hélène. Elle arrive au volant d'une automobile
monstrueuse, un modèle de course, pour venir dire à André qu'elle croit à son histoire d'Indien. Citation numéro 2. Sirène. Ce nom avait été suggéré à Merceuil par le ronflement du moteur, qui ébranlait les vitres de l'Urance. Le masque de chauffeuse, en peluche rose d'Hélène, lui dessinait une curieuse tête d'oiseau. Et Merceuil se rappela que les vraies sirènes de la fable n'étaient point des monstres marins, mais de surnaturels oiseaux de mer. Le lorgnon fumé a son pendant, à la fois semblable mais contraire, cela dépend de quel sens on le prend, le masque d'Hélène. On voit ainsi déjà se dessiner un brouillage identitaire ou une égalité d'être entre les deux protagonistes, entre l'homme et la femme. De plus, il est mentionné ensuite, je cite, qu'Hélène ôta son masque du geste dont un homme salue. Le fait que son apparition évoque à André les sirènes mythiques suggère subtilement qu'elle est en train de prendre le contrôle de cette aventure. Après coup, connaissant le dénouement, on voit bien que celui-ci était annoncé, car comme on le sait, les sirènes envoûtent les marins par leur chant et les dévorent. Nous verrons en effet que Merceuil sera dévoré par une bouche bien particulière. Par ailleurs, le nom d'Hélène est assez programmatique en ce sens. Hélène Elson. On pourrait entendre Hélène Elson comme une sirène. Un autre signe avant-coureur du destin, je cite Hélène, qui parle à Merceuil. « Je lis dans tes yeux que je vois tout nu aujourd'hui, que si l'on doit croire à leur métapsychose, tu as été quelque part, dans les temps anciens, une très vieille reine courtisane. » Comme je le disais, il sera en effet couronné d'une bien funeste manière à la fin du récit, j'y reviendrai plus tard. Le reste de la description d'Hélène, vue par André Merceuil, concerne également, comme pour celui-ci, sa pilosité. Elle a, je cite, d'immenses cils bruns et presque pas de sourcils. Autour d'Hélène de le regarder. Citation 3. La robe de bure engainait Merceuil de la nuque aux chevilles. Hélène, sans affectation, laissa descendre son regard sur les pieds, nus dans des socques de bois. Ils étaient extraordinairement petits, comme les vases antiques figurent ceux des fonds, et elle n'en vit que le renflement du talon et l'orteil. La cambrure de la plante se perdait sous la robe comme une voûte lilliputienne célèbre. La seule chair aperçue est celle des pieds. Il y aura un déplacement ensuite, il ne sera plus question que des pieds d'Hélène. Je continue la citation. Elle murmura, ainsi qu'un mot d'ordre qui serait compris de Merceuil et d'elle seule. L'Indien tant célébré par Théophraste. Merceuil, qui n'avait pas son lorgnon, baissa les yeux soudain pour dissimuler son âme ou toute autre chose à la jeune fille. C'est à ce moment que Hélène devine qu'André sera l'Indien. Nous arrivons enfin à la scène de la performance sexuelle de l'Indien. Nos héros vont changer de masque. Hélène, pour sa part, complètement nue dans cette scène, remplace son masque rose par un masque noir qu'elle a volé à une des filles pour ne pas qu'on la reconnaisse. Après avoir enfermé les 7 courtisanes prévues pour l'exploit de l'Indien, elle se montre à lui toute rose et toute nue. À ce stade du récit, elle apparaît encore comme interchangeable parmi tant d'autres. Je la cite, citation 4. « Tes femmes, les voilà. Combien de vous, m'a demandé un jour un petit monsieur pieds nus, emmailloté d'une robe de moine. C'est bien simple, je suis 7. Est-ce assez pour vous, mon Indien? » Dans la scène du record amoureux, c'est André, vous l'aurez aussi deviné, qui est costumé en Indien. Je vais vous lire 4 extraits qui montrent les déplacements et les substitutions des masques et des rôles à différentes étapes de ces prouesses. Le premier se situe pendant le souper, juste avant la performance. Les courtisanes voient l'Indien pour la première fois. Citation 5. Il était glabre, ou exactement rasé ou épilé, le menton pauvre et fourchu. Ses cheveux, très noirs, drus et lisses, étaient plaqués en arrière. Sa poitrine était nue, découvrant un signe sous le sein gauche, et sa peau couleur de cuivre rouge, mais d'une teinte mate et comme poudrée. Il était drapé sur une épaule et à la ceinture d'une fourrure entière d'ours gris, dont la tête énorme pendait sur les genoux. Dans ce baudrier rude étaient passés un calumet et un tomahawk. Il était guêtré et chaussé de houseaux et de mocassins en cuir jaune et souple, garnis de piquants de porte-épices. Les commentaires des courtisanes insistent sur l'aspect peinturé du personnage, cette peinture apparaissant comme une nouvelle forme de masque. Le poil de Merceuil, maintenant glabre, est substitué par celui de la peau d'ours, placé en travers de son torse tel un baudrier. Après que l'Indien eut atteint le record, qui je le rappelle est de 70 fois en une journée, on assiste à un renversement entre le corps et le masque. Et c'est Hélène qui se trouve à cacher
la peau de l'ours, placée en travers de celle-ci, de la même manière que celle-ci masquait auparavant l'Indien. Citation 6. Au verso, je vous ai entendu tourner votre feuille. La femme masquée, les seins dressés, les doigts et les orteils révulsés, et tremblant un peu, et dont le rire dans son sommeil devenait un râle très doux, gisait en travers de la peau d'ours. On assiste à un nouveau renversement quand les courtisanes voient l'Indien pour la deuxième fois, après avoir brisé le carreau poli, au même moment où les amants, une fois le regard battu, décident de s'aimer à nouveau pour le plaisir. Cette fois, Hélène se substitue à la peau de l'ours. Citation 7. L'homme rouge n'avait pour vêtement qu'une femme nue, prostée en travers de sa poitrine. Elle n'avait pour voile qu'un masque de peluche noire. Hélène, qui était devenue le masque de la peau d'ours, est maintenant devenue celui de l'Indien en se substituant à celle-ci. Je vais revenir plus tard sur la peau de l'ours, mais avant, je voudrais vous montrer un dernier extrait qui contient le motif du masque en travers du corps et où Jarry joue encore de la confusion ou contamination des identités et des rôles. Motif du corps barré qui a déjà peut-être évoqué à plusieurs d'entre vous le signe lacanien du sujet divisé. Je retourne en arrière au moment où Hélène repart de chez André Marcueil après être venue lui dire qu'elle croit à l'Indien. Après coup, connaissant la suite, on y reconnaît l'Indien comparé à une machine peinte couleur de corail avec ses organes de propulsion. Citation 8. Hélène se réinstalla avec brusquerie sur sa voiture qui s'ébroua. Sans aucun ornement ni confort, rudimentairement peinte de minimum, la machine exhibait sans pudeur, on eût dit avec orgueil, ses organes de propulsion. Elle avait l'air d'un dieu lubrique et fabuleux, enlevant la jeune fille, mais celle-ci tournait à son gré par une sorte de couronne, la tête du monstre docile à droite et à gauche. Les dragons des élytres sont toujours couronnés. La bête métallique, comme un gros scarabée, essaya ses élytres, gratta, trépida, mâchana avec ses palpes et s'en alla. Hélène, qui avait une robe vert pâle, parut une petite algue accrochée en travers d'un gigantesque tronc de corail, emporté par un courant. On voit bien ici encore l'égalité et la confusion des rôles. L'Indien, tel une bête, une machine, emporte Hélène accrochée en travers de lui, comme dans l'extrait précédent, cette fois comme telle une petite algue verte. Mais c'est elle qui a néanmoins le contrôle de la direction en tournant à son gré le volant qui est aussi la couronne du monstre docile. Je rappelle que c'est elle qui, pour accomplir avec lui son raccord, est allée au-devant de l'Indien, pour qui cette courtisane était déjà prévue. Toutefois, à la fin de la citation, c'est un courant qui les emporte tous les deux. D'ailleurs, la couronne anticipe encore le couronnement funeste de la fin de l'histoire. Je reviens maintenant à la peau de l'ours, qui, il est important de le souligner, a depuis longtemps une forte connotation sexuelle. Comme l'indique Daniel Fabre dans l'article « L'ours, la Vierge et le taureau », pendant le carnaval, on se déguisait avec une peau d'ours pour chasser une fausse jeune vierge, c'est-à-dire un jeune homme déguisé en jeune vierge lors des rites de passage. Fait intéressant, Fabre signale aussi que dans la région des Pyrénées, la peau d'ours fait partie d'une chaîne anagrammatique avec la rose qui est associée aux règles de la jeune fille en fleurs. Ours s'écrivant Orse, O-R-S-E en dialecte. Je ne sais pas si Jarry, maître dans les anagrammes de toutes sortes, était au courant de ces coutumes, mais toujours est-il que la rose est aussi présente tout au long du récit, dans lequel on voit clairement apparaître l'anagramme rose et rosse, et on peut présumer qu'il ajoute implicitement à cette chaîne la roue au pluriel et le paronyme course. Curieusement, la rose représente Marcueil et non la jeune vierge, comme dans les rites où ce sont les jeunes hommes qui se déguisent en Rosetta. La rose apparaît donc comme une nouvelle occurrence de la confusion des genres. Elle représente André Marcueil de plusieurs manières. Je n'ai malheureusement pas le temps de vous déplier cette autre branche assez complexe du vaste réseau signifiant déployé par Jarry, dans laquelle la rose est associée à la peau rouge de l'Indien, mais aussi à celle d'Hélène, qui devient rouge suite aux ébats sexuels, et également dans la chanson du phonographe. La rose est aussi liée à Hélène par son rapport homonymique avec le rose de ses joues, de son corps et de son masque. Pendant la scène du phonographe, les amants, ayant déjà franchi le record de Théophraste, s'aiment pour les plaisirs. On voit alors les masques commencer à s'intérioriser. La rose se déplace à l'intérieur de la bouche. Citation 9. André avait glissé un rouleau au hasard dans le phonographe. Et quand il revint aux côtés d'Hélène, posée sur sa chair d'ivoire jeune, la rose vermillon, qui semblait un morceau arraché à son épiderme, de peau rouge,
tout entier couleur de bouche, l'instrument commençait une vieille romance populaire. Dans la chanson, au troisième tour de danse, la belle tombe morte. C'est alors qu'il la découvre vraiment, qu'il découvre que d'interchangeable, elle devient unique et irremplaçable. Il a fallu qu'il lui fasse l'amour jusqu'à la tuer pour le découvrir. Hélène avait été elle aussi animée de pulsions criminelles. Derrière tous les masques se trouvait la criminalité du désir et la machine à pulsion dont toutes les théories sentimentales ou érotiques sur l'amour ne sont que le leur. Il aura fallu franchir tous ces excès, toutes ces répétitions du désir qui tourne en rond, comme le disque du phonographe, pour le découvrir. Mais à l'opposé des machines dites célibataires, c'est à deux, côte à côte également, et non de façon complémentaire, qui sont allés à la rencontre de l'énigme de leurs désirs respectifs. C'est ce que réalise Marcueil lorsqu'il découvre Hélène morte dans son masque, citation 10. Ensuite, il se roula sur le sol dans toute la longueur du hall. Son corps tout nu rencontra sur les dalles un petit rectangle de surface velue et moelleuse. Il s'ébahit jusqu'à croire être devenu fou, que la peau d'ours servant de tapis lui parut de dimensions si réduites. C'était le masque d'Hélène qui était tombé pendant l'agonie. Le masque était tombé et il parut d'une évidence absolue au Surmâle que, bien qu'il possédât depuis 2 jours Hélène toute nue, il ne l'avait jamais vue même sans son masque. Il ne l'aurait jamais vue si elle n'eût pas été morte. Le masque était tombé, mais les cernes des yeux l'avaient remplacé si grand. On assiste à une nouvelle intériorisation du masque remplacé par le cerne des yeux. Le Surmâle découvre alors chaque parcelle du corps d'Hélène comme des joyaux rares et uniques. Par exemple, ses yeux obscurs qu'il voit en soulevant ses paupières lui apparaissent comme, je cite, 2 puits dans le crâne, forés pour la joie de voir le dedans de la chevelure à travers. Ouais, depuis la scène du phonographe se dessinait un déplacement de l'image à la voix, au langage, au texte, à la poésie. Cela se confirme lorsque le Surmâle se met à faire des vers dans lesquels il raconte son périple, sa découverte de la femme et ensuite un nouveau déplacement, nouvelle mise en abîme, pour les transposer en mythes, substituant Hélène de Troie à Hélène, parfois l'inverse. Il réinvente cette guerre mythique à partir de sa propre expérience en juxtaposant notamment les différents fragments de corps vus depuis le début. Ce qui éclaire d'une lumière nouvelle à la fois la tragique histoire d'Hélène de Troie et de ses amants et celle de Marcueil et d'Hélène par contamination réciproque. Le Surmâle, qui s'était endormi à son tour, aura en effet une fin tragique, lui aussi, quand la coalition de scientifiques, croyant que cet homme qui avait franchi les limites humaines n'était pas un homme mais une machine, nouveau renversement, l'installèrent sur une machine qui fabrique de l'âme, dont la description évoque la chaise électrique. Il périt lorsque la couronne crénelée couleur platine, nouvelle occurrence du cercle d'or du lorgnon, qui rappelle également la couronne de la voiture rouge, s'est refermée sur sa tête comme une mâchoire après que son énergie de surhomme ait fait court-circuiter la machine. On apprend en dernier lieu qu'Hélène s'est mariée, mais qu'elle a remplacé le perle de sa bague par une des larmes solides du Surmâle. Il semblerait qu'Alfred Jarry ait bel et bien réussi son pari de libérer l'amour de tous les masques convenus, de le libérer pour le réinventer. Les 2 protagonistes, en allant explorer les limites de leur désir, sans le refouler ni le sublimer, ont fait tomber les masques de l'amour pour le voir tel qu'il est dans son excès et sa férocité, pour découvrir cette force prodigieuse qui les anime, pour découvrir qu'ils sont uniques tout en étant égales, mais surtout qu'ils peuvent transformer la force qui les mène. Et c'est cela que les scientifiques ne leur ont pas pardonné. De ne pas avoir aimé comme des machines sociales, dira Annie Lebrun. Tous les déplacements métonymiques, anagrammatiques, analogiques et autres métaphorisent cette métamorphose de la force des pulsions. Je ne vous ai montré que quelques exemples parmi la multiplicité d'associations, toutes plus singulières les unes que les autres, que tisse Jarry. J'ai parfois couru à en perdre haleine à travers le récit pour tenter de tirer tous les fils. J'aurais pu suivre le parcours des dents ou des pieds, par exemple. J'aurais pu faire 10 exposés différents avec la même problématique. Dans un autre registre, j'aurais pu faire une lecture ethnocritique pour voir comment les rites de passage sont dévoyés, car tous les éléments y sont. Une lecture psychanalytique aurait aussi été très intéressante. J'ai d'ailleurs lu un essai passionnant de Paul Audy qui lit Lacan selon Jarry et son théorème du Surmâle.
Mais introduire les notions complexes de Lacan sur l'amour et l'autre jouissance aurait fait en sorte que je parle moins du texte de Jarry. Merci.